j'aime beaucoup votre région. Donc, je suis énormément honorée d'avoir, premièrement, été invitée par M. Jean Soulard puis Mme Tremblay qui m'a laissé ma place à Québec parce que j'ai pas vraiment la chance de venir dans votre région parce que j'ai pas d'invitation. OK? Fait que eux autres ont été les pionniers à m'inviter. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Donc, premièrement, mon nom est Nancy Sanson. Je suis enseignante depuis 29 ans à l'école d'hôtellerie de Trois-Rivières. Ensuite, parallèlement, j'ai parti une chocolaterie dans le sous-sol de mon triplex de maison sur la rue de Gannes à l'époque. Et j'ai été distributeur en gros pendant plusieurs années pour les boulangeries Première Moisson, le pain Première Moisson, peut-être que vous connaissez. Donc, moi, j'ai commencé avec eux. On avait à peu près 8-9 magasins et on a terminé avec 17 magasins Première Moisson. On sortait de mon sous-sol 55 000 moulages annuellement de chocolat. Ça, on parle de petites bouchées, pas les petites bouchées, mais bien les sucettes et tout ça. Donc, on avait 55 000 moulages de chocolat pour Première Moisson. J'étiquetais sous la marque Première Moisson, je mettais le code barre Première Moisson. Donc, Nancy Sanson était méconnue dans le domaine, mais tout le monde savait que Nancy Sanson avait le contrat de Première Moisson. Fait que tout ça a fait que Nancy, elle a continué à enseigner, a continué à avoir l'entreprise. J'ai pas d'enfants, naturellement, parce que je sais pas ce que j'aurais fait avec eux autres. Ils n'auraient sûrement pas été élevés. Deuxième chose, c'est que j'ai continué à enseigner et tout ça. Et un jour, la vie nous apprend qu'à un moment donné, l'énergie, il y en a peut-être moins dans 2 emplois. Donc, j'ai dû ralentir mes activités avec Première Moisson pour enfin trouver un immeuble que ça faisait 10 ans que je cherchais à Trois-Rivières. J'ai trouvé une ancienne banque, 1920, avec un cachet Beaux-Arts qui est dans un endroit complètement que personne n'aurait pensé acheter dans le vieux, en face de l'ancienne gare de train qui ne fonctionne plus. Donc, moi, j'avais 3 critères pour acheter ce bâtiment-là. Je le voulais centenaire, je voulais l'habiter, et je voulais du terrazzo pour mettre mes machines. Fait que c'était assez dur à trouver. Finalement, on l'a trouvé. On l'a trouvé en 2015 et ça fait exactement 3 ans cette semaine que la chocolaterie est ouverte. On rouvre du jeudi au dimanche. Et tout ça, parallèlement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été appelée pour aller enseigner pour l'Académie du chocolat à Montréal. Donc, il y a peut-être des gens de Baie-Saint-Paul, des chocolatiers, des chefs, tout ça, qui ont déjà venu suivre des formations avec moi. Je donne à l'Académie du chocolat le cours d'initiation au chocolat. Et par la suite, j'ai commencé à faire des perfectionnements. J'en ai fait. Et un jour, j'ai été mandatée pour être juge canadien pour le World Chocolate Master à Paris. Et j'ai fait la rencontre du grand chocolatier, Patrick Roger, qui était un des bons chocolatiers d'époque, mais là, il est dans les 10 meilleurs au monde. Et il m'a fait visiter sa chocolaterie. Lui, sa qualité première, c'est qu'il crée ses pièces puis les transforme en bronze. Il les fait couler en bronze. Donc, lui, c'est vraiment un artiste extraordinaire. Et un jour, j'ai demandé si je ne pouvais pas aller faire un stage chez lui, à Sceaux, qui est à 30 minutes de Paris à peu près. Donc, je suis allée faire un stage chez lui. Et depuis ce temps-là, ben, j'y vais quasiment tous les mois de janvier. Ouvrir des boîtes, courir, maigrir de 6 livres parce que tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu cours pendant 60 heures durant ta semaine. La dernière fois, je n'ai même pas vu la Tour Eiffel. Juste pour vous donner un exemple, c'est que tu rentres dans l'usine, tu travailles, puis tu ressors. Mais souvent, pourquoi que je vais dans ces endroits-là? Ben, c'est dans le but d'avoir de la rigueur, de la discipline, puis voir un peu qu'est-ce qui se fait de meilleur au monde. Quand tu manges de ces chocolats, tu te dis « Wow, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur au monde? » Fait que tu l'apprécies. C'est comme si, quand je vais là, c'est comme si j'étudiais avec Dior à Paris. Tu sais, c'est comme... La comparaison, elle se fait comme ça. Donc, ceux qui sont déjà allés à Paris, il y a plusieurs boutiques. Tapez Patrick Roger, vous allez voir, c'est un peu spécial, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est des bouchées de chocolat à 300 $ le kilo ou 350 $ le kilo. Et nous, au Québec, les plus dispendieux peuvent vendre jusqu'à 200 $ le kilo. Moi, je vends 115 le kilo. Donc, ça fait toute une différence au niveau du chocolat. Au travers de tout ça, ben, j'ai pris des perfectionnements, je continue à enseigner, je réfléchis à ma retraite dans 5-6 ans.
Puis je souhaite de pouvoir l'apprendre bientôt parce que c'est complètement différent l'enseignement aujourd'hui. C'est plus qu'est-ce qu'on s'attend en tant qu'enseignant. Manon, elle enseigne avec moi en cuisine. Donc, on peut vous dire que la génération a complètement changé, la clientèle a changé aussi. Mais le but, aujourd'hui, c'est pas de vous parler de la nouvelle génération, mais bien de vous parler de la nouvelle génération de chocolat. Donc, moi, j'ai fait mon cours à l'ITHQ. J'ai fait un cours en cuisine. Je cuisine pas. J'ai fait mon cours en pâtisserie et j'ai fait mon cours en spécialisation chocolaterie, confiserie. À l'époque, à l'ITHQ, on donnait un cours sur les crèmes glacées également, qui était une spécialisation. Donc, ce cours-là, c'est un ASP, c'est une attestation d'études professionnelles. Et on apprenait à faire tout ce qui était confiserie. Bonbons à la liqueur, nougat, orange confit, tout ça. Et ce cours-là n'existe plus. Il a arrêté d'exister au bout de 3 ans parce que ça coûtait un petit peu trop cher à l'ITHQ. Parallèlement, moi, j'ai décidé de ne pas perdre ma spécialité. Après 3 ans d'enseignement, j'ai commencé justement à faire les chocolats dans le sous-sol de ma maison. Puis j'ai commencé comme ça, tranquillement, à m'équiper et tout ça. Le métier de chocolatier, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui fait en sorte que tu as besoin de beaucoup de rigueur. C'est un métier qui est très répétitif. C'est un métier qui demande aussi de la précision. Et moi, qu'est-ce qui m'intéressait de ce métier-là? C'était toute la complexité des ganaches, des chocolats, de la couverture, tout ça. Mais le chocolat, depuis mon cours, a énormément évolué, comme quand on va à SAQ, ou que le vin de sélection, il y en a plusieurs gammes. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler un petit peu des chocolats d'origine, mais je vais vous faire goûter un chocolat, j'espère qu'il va avoir bien réchauffé, un chocolat du Brésil, qui est un chocolat fumé. C'est des chocolats qui ont été, au niveau de la transformation, complètement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, il y a des pourcentages de cacao qui existent dans le chocolat au lait. Avant, ça n'existait pas. Dans mon temps, il existait quoi? Du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. C'était tout. On ne connaissait rien d'autre. Là, maintenant, il y a plusieurs variétés de chocolat. Donc, le chocolat, ça commence comment? Ça commence par les premiers planteurs. Premièrement, le chocolat, c'est un cacaoyer. Ça s'appelle un cacaoyer et non un cacaotier. Un chocolat, c'est un fruit, premièrement. Donc, il ne faut pas se sentir coupable. On mange des fruits. OK? Donc, ici, on a la cabosse. La cabosse, c'est un fruit qui est cueilli 2 fois par année, à pleine maturité. On va l'avoir d'une couleur jaune-orangé. Les premiers cueilleurs, c'était qui? C'était les singes. Donc, les singes plantaient les cacaoyers, sautaient d'arbre en arbre, croquaient la cabosse et la lançaient comme ça et on faisait des plantations sauvages. Donc, le cacaoyer, ça pousse généralement à 20 degrés de latitude nord, 20 degrés de latitude sud. Donc, on a vraiment plus la Côte d'Ivoire qui est vraiment la partie plus centrale du chocolat. Donc, il y a plusieurs pays producteurs de cacaoyer, mais principalement, c'est la Côte d'Ivoire. Le cacaoyer, lorsqu'il est à pleine maturité, va ressembler à quoi? À une citrouille. Donc, d'une couleur jaune-orangée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'écabosser, on va le casser avec une machette, un couteau, pour obtenir d'un côté la pulpe et l'autre côté qu'on va avoir la coquille. Il y a 3 types de cacaoyers. Vous avez le Criollo, le Forastero et le Trinatorio, qui est l'hybride des 2 premiers cacaoyers. Qu'est-ce que ça fait, le cacaoyer? C'est qu'on n'a pas juste ces 3 sortes de variétés. C'est comme des pommiers. Il y a des centaines de cacaoyers qui existent dans le monde. OK? Par contre, c'est les 3 principales qu'on va généralement utiliser. Le Criollo, ça va être un cacao qui va être spécialement pour faire des chocolats fins, c'est-à-dire des chocolats plus à 70 % de cacao. Ça marche? Fait que je vais vous passer la cabosse pour que vous puissiez y toucher. Tu peux la prendre, puis là, après, dans ta collègue. OK? Ensuite, le cacaoyer, qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'ouvrir. Et d'un côté, on va avoir, lorsqu'on va l'ouvrir, on va avoir un genre de mucilage. Et ce mucilage-là, qu'on va laisser sécher sur les toits des planteurs, où généralement, on va associer les plantations de cacao avec des plantations de bananes. Parce que la banane, elle pousse rapidement. Et cette plantation de bananes-là va donner de l'argent rapide aux producteurs.
Là, le plus gros problème qu'on a présentement sur le marché au niveau du cacaoyer, c'est que les producteurs ne veulent plus produire du cacaoyer parce que c'est plus payant de produire du caoutchouc. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont plus retourner leur production vers le caoutchouc. Par contre, maintenant, les compagnies comme Cacao Barry ou Valrhona ou les autres compagnies vont créer des écoles sur les plantations, vont donner des meilleures conditions aux récoltes pour que les gens puissent être plus satisfaits de la qualité de vie qu'ils peuvent avoir sur les plantations. Mais le problème, pour avoir vu des plantations au Brésil, c'est que le problème, les enfants, pour les envoyer à l'école, pour qu'ils savent lire au moins à l'âge de 11 ans, parce que souvent, à l'âge de 11 ans, ils vont arrêter l'école, c'est qu'ils vont donner... Le problème, c'est qu'ils ont 2h30 de route en vélo pour aller à l'école si on peut dire, de la communauté. Donc, c'est pour ça que ces compagnies comme Cacao Barry vont créer des écoles. Puis souvent, il y a durant la période par exemple, de Pâques, on va sortir des scandales au niveau des plantations. C'est vrai qu'il y en a. Sauf que moi, je ne suis pas là pour débattre ça aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de chocolat. Oui, Charles. C'est quoi scandale? Les scandales, ça veut dire que c'est des choses pas très jolies qui peuvent arriver dans les plantations. OK? Alors donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que là, les plantations, on va s'occuper davantage des planteurs et on va donner une meilleure qualité de vie et un meilleur coût pour la fève de cacao. Donc, la fève de cacao, la cabosse, là, qui circule, je ne peux pas vous dire si c'est une Criollo, une Forastero ou une Trinatorio, dépendamment, je ne me rappelle plus d'où qu'elle arrive, cette cabosse-là. Cette cabosse-là, elle est séchée. Je l'ai tournée sur une grille et je l'ai laissée sécher. Est-ce que c'est légal d'avoir des cabosses? Non. Dans le fond, c'est un fruit qui est passé aux douanes et qu'on n'aurait pas dû passer aux douanes. Mais c'est un fruit tropical, ça. Alors, la cabosse est ouverte, on va la casser en deux. Il va y avoir alentour de la fève de cacao un genre de mucilage qu'on appelle. Et ce mucilage-là, ça goûte un peu comme le litchi. Cette fève de cacao-là, par la suite, je vais la craquer. Et la peau alentour, vous l'avez tous remarqué, sans l'avoir jamais vu peut-être, chez Rona, vous en avez pour les arbres. Alors, la fève de cacao, elle est récupérée. Cette fève-là, par la suite, lorsqu'elle va être fermentée, on va la faire sécher au soleil, soit sur des feuilles de banane. Et c'est une opération hyper importante au niveau du séchage. Ensuite, on va la faire fermenter et ensuite, on va également les torréfier, ces fèves-là. L'endroit au Québec où il y a le plus de fèves de cacao qui passent dans le port, c'est à Trois-Rivières. Imaginez-vous donc, c'est au port de Trois-Rivières. C'est là qu'on reçoit la majorité des fèves de cacao, soit pour le Clair ou soit pour, par exemple, l'usine Barry-Callebaut à Saint-Hyacinthe, qui était l'ancienne usine Comet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la fève, on va enlever la peau. On va obtenir d'un côté la peau qu'on va envoyer dans les sacs pour mettre dans les pailliers de sel. Et de l'autre côté, la fève de cacao qui va être broyée pour obtenir, qu'est-ce qu'on dit? Un gruau de cacao. Donc, qu'est-ce que ça valait au départ? La fève de cacao, c'était une monnaie d'échange. Un lapin valait 10 fèves, une belle esclave valait 100 fèves. Donc, on achetait les gens avec la fève de cacao. Au départ, vous avez la peau. Ensuite, vous avez le gruau de cacao. Ce soir, pour le menu, j'ai caramélisé du gruau de cacao et je vais en remettre dans l'assiette pour rappeler aux gens que la fève de cacao, c'est extrêmement amer. Donc, au départ, du chocolat, ce n'est pas sucré. OK? Au départ, du chocolat ne doit pas avoir de sucre. C'est amer. Donc, je vous passe ça. Vous pouvez les sentir. Ici, vous avez le gruau de cacao et ça sent beaucoup. OK? Ça, c'est la peau. Puis ça, c'est le gruau. Je vous les passe. OK? Donc, par la suite, cette fève-là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'elle est broyée pour obtenir quoi? Une pâte. Ceux qui vont, par exemple, dans les pays tropicaux, vous allez avoir souvent au Mexique, on va trouver souvent des bâtons comme ça qu'on va vous vendre à l'aéroport. Oh, il faut le refermer. Pas grave. C'est pas grave, pas grave. On va obtenir des bâtons comme ça qu'on va gratter pour faire des chocolats chauds. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter ça.
Si vous voulez le conserver, gardez-les, mais mangez pas ça quand vous achetez ça à l'aéroport au Mexique. C'est plein, c'est pas torréfié comme il faut, c'est peut-être plein de bactéries. Et c'est emballé comme ça avec une feuille de banane. Donc, c'est pour rappeler que c'était cultivé probablement ou séché sur des clés de banane. Donc, la fève de cacao, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a broyée. D'un côté, j'obtiens une pâte, la pâte de cacao, et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'écoule? Du beurre de cacao. Donc, le gras, c'est du beurre de cacao. Et le beurre de cacao, c'est quelle couleur? C'est blanc comme ça. Fait que si vous voyez du chocolat blanc qui est blanc-jaune, c'est correct, mais blanc-blanc, ça n'existe pas. OK? Le chocolat blanc, plus qu'il vieillit, plus qu'il blanchit. C'est normal parce qu'il perd comme toutes ses propriétés au niveau du sucre, ces choses-là. Le plus engraissant dans les chocolats, c'est qui? Le blanc. C'est le blanc parce que vous avez du gras, beaucoup de gras. Donc, la pâte de cacao, c'est comme si je prenais un orange, j'obtiens comme une pulpe. Cette pulpe-là, j'en retire quoi? Le gras, qui est le beurre de cacao. Donc, quand on fait des dégustations professionnelles, lorsque vous avez, par exemple, quand on va en Europe puis qu'on voit les compagnies, on va souvent voir il y a des gens qui ont la fâcheuse job d'évaluer des chocolats, c'est-à-dire qu'ils mangent que du chocolat à longueur de journée, sous lampe infrarouge. Ils ne voient jamais si le chocolat il est blanc, il est laid ou il est noir. Ils ne mangent que du chocolat. Toujours déguster pour savoir s'il est bon. Et pour déguster, à savoir si c'est... ils prennent toujours de l'eau vitelle et naturellement, ils prennent toujours de l'eau tiède, jamais de l'eau froide. Pourquoi? Parce que le beurre de cacao, c'est un gras et si on le prend avec de la glace, il va filmer votre palais et ça va tout abîmer le goût. Là, en principe, là, si on ferait une vraie dégustation professionnelle, on aurait dû pas boire de café, on n'aurait pas dû se brosser les dents, on n'aurait pas dû fumer et on aurait aussi davantage pas eu à se mettre de parfum. Ça aurait été dans une dégustation extrêmement professionnelle. Donc, pour commencer, pour vous mettre l'eau à la bouche, on va commencer par déguster un chocolat blanc, un belge. Je vais vous expliquer la différence entre les Belges, les Français, puis les Italiens, puis les Suisses. On va commencer par un chocolat blanc, qui est un chocolat belge, un des plus vendus dans le monde entier, là, qui est la réputation, c'est qu'il est quand même assez sucré. Donc, quand on commence une dégustation, on va toujours commencer par des chocolats blancs, pour s'en aller avec des chocolats au lait, pour ensuite s'en aller avec des chocolats noirs. Puis tantôt, je vais vous faire déguster un chocolat qui va être fait avec, lui, il s'accommode très bien, un chocolat fumé avec du scotch. Les amateurs de scotch, ça, c'est à tomber à terre. Une gorgée de scotch, on laisse fondre la pastille, c'est extraordinaire. Là, présentement, la mode, c'est plus vraiment le porto, le bagnole avec les chocolats. C'est vraiment les scotch, la bière. C'est vraiment tendance davantage avec les chocolats. Fait qu'on y va. J'ai ma collègue Manon. Vous avez le droit à une palette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je vais montrer. Donc, généralement, quand on regarde un chocolat, on regarde l'aspect. On y va. Ouais. On sent la vanille. À l'intérieur, il y a de la vanille et tout ça. Puis, on regarde le cassant sous la dent. Donc, je vous ai fait des petites palettes. Manger une pastille puis manger une mini-tablette, c'est très différent. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le met dans la bouche, on le laisse fondre, puis on découvre quel l'arôme qui va se dégager. À l'intérieur des chocolats, vous avez des arômes végétales, vous avez des arômes florales. Celui-là, c'est un arôme standard, c'est-à-dire que ça va goûter la vanille, le lait et le sucre. Écoutez, c'est pas le grand cru du chocolat, c'est un chocolat belge qui est un des plus grands, comme je vous dis, qui est un des plus vendus dans le monde. J'ai une question. Oui. Est-ce que les spécialistes qui goûtent au chocolat, est-ce qu'ils ont les yeux fermés? Non, ils n'ont pas besoin parce que c'est sous lampe infrarouge. Okay. Fait qu'ils le voient. Donc, après avoir fermenté, séché nos fèves de cacao, on obtient une fève. Et c'est par la suite qu'on a des fèves de grade A, de grade B, de grade C, pareil comme dans par exemple, comme dans le sirop d'érable. Donc, qu'est-ce que vous venez de manger? C'est pas de la fève de cacao, mais bien du beurre de cacao. Donc, la composition du chocolat blanc, c'est quoi? C'est beurre de cacao. On va rajouter
du beurre, beurre de cacao, pardon, de la poudre de lait et du sucre. Qu'est-ce qui fait que le chocolat est blanc? C'est l'absence de la pâte de cacao. Donc, beurre, poudre de lait, sucre, chocolat blanc. Si on veut du chocolat au lait, on va avoir quoi? On va mettre de la, de la pâte, de la poudre de lait, du beurre de cacao pour le liquéfier. On va mettre naturellement des arômes, de la lécithine. Pourquoi de la lécithine? Parce que le chocolat ne peut pas être émulsionné ou facilement brassé s'il n'y a pas de lécithine. Le problème des chocolats biologiques, c'est qu'on ne peut pas les travailler parce qu'ils n'ont pas de lécithine. Donc, si j'obtiens un chocolat au lait, j'ai de la pâte, de la poudre de lait, je rajoute du beurre de cacao, de la lécithine, j'obtiens un chocolat au lait. Et si je veux un chocolat noir, j'ai de la pâte, du beurre, pas de poudre de lait, juste du sucre, et j'obtiens un chocolat noir. D'où vient la blancheur du chocolat blanc? C'est l'absence de la pure pâte de cacao. OK? Donc, c'est important de savoir que les pourcentages de cacao sont avec la quantité de pâte de chocolat que vous avez à l'intérieur. OK? Donc, si on parle de chocolat au lait, on va vous parler, par exemple, des chocolats au lait belges, puis les chocolats au lait français, puis les chocolats suisses. Qu'est-ce qui se passe dans la fabrication des chocolats au lait? En 90, si je ne me trompe pas, il y a eu la fusion des deux ennemis numéro 1 dans le domaine du chocolat. Il y avait Calbo, qui étaient les chocolats belges, puis il y avait Cacao Barry. Ces deux compagnies-là ont été achetées pour fusionner ensemble, qui a donné une compagnie qui s'appelle Barry Calbo. Barry Calbo, c'est un sous-produit, si on peut dire, de Cacao Barry et de Calbo, mais c'est un produit qui va, vous en manger probablement souvent, du Barry Calbo, c'est-à-dire il y en a dans les bâtons, dans les chip-it, souvent dans les recouvrements des biscuits, des choses comme ça. Donc, tout ça est fait à l'usine à Saint-Hyacinthe. Par contre, dans mon temps, le minimum de cacao qui existait dans le chocolat au lait, c'était à 36-38 %. Un chocolat au lait, 36 % de cacao, that's it, il n'y avait rien d'autre de plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Pâte de cacao, du sucre, puis on avait quoi? Du beurre de cacao, de la lécithine. Pour un chocolat noir, ce sera pas long, pour un chocolat noir, je suis habituée, hein, je suis prof, j'ai vu tout. De la pâte, on avait le beurre. Donc, la pâte de cacao va varier en fonction de la quantité de pâte qu'on met à l'intérieur. Fait que la pâte de cacao, 70 % de cacao, ça veut dire quoi? 70 % de pure pâte de cacao, 30 % de sucre. J'ai 80 % de pâte de cacao, j'ai 80 % de pâte, 20 % de sucre. Le chocolat au lait, j'y reviens. Oui, Charles. Alors, le chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat? C'est du vrai chocolat parce qu'il provient du beurre de cacao. Donc, souvent, ça, c'est une excellente question que ce qu'elle fait comme remarque. Le chocolat blanc, c'est du chocolat. Ça vient pas de d'autre chose que la fameuse cabosse que j'ai passée, que je ne vois plus. OK. OK? Non, mais je la cours parce que moi, je passe aux douanes avec eux autres, là. N'oubliez-les pas, là. Moi, j'ai failli avoir mon nom, là, aux douanes pour elle. Une fois, j'en ai passé 6 dans mon pack-sac. Mais des fois, je me fais coller aux douanes à cause des cabosses. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, moi, je vole des cabosses. Donc, le beurre de cacao, c'est un produit qui est le plus dispendieux de la catégorie. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau produit dans la gamme de Cacao Barry qui s'appelle le chocolat Zéphyr. On a tendance à désucrer les desserts. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on prend du beurre de cacao et on rajoute moins de sucre et on met plus de poudre de lait et on obtient un chocolat qui est beaucoup plus liquide, un chocolat au lait Zéphyr qui est beaucoup plus liquide. Mais pourquoi qu'on a inventé ce produit-là? Pour les fameux enrobages des cornets que tout le monde fait partout, là, les 10 000 trempages, 600 000, 400 000 trempages qui goûtent tous pareil, là. Écoutez, vous voyez mon amour pour ça, que je suis plus capable, parce que c'est tellement sucré, mais on invente davantage, les industriels inventent davantage pour ce genre de clientèle-là qu'on veut avoir. Pourquoi? Parce que quand tu trempes un cornet de crème glacée dans un chocolat peu comme ça, tu vas en avoir ça d'épais sur ton cornet, puis ce ne sera pas mangeable. OK? Ça prend de la limpidité. Fait que sûrement, vous avez peut-être un petit beurre laitier à Baie-Saint-Paul là, qui se tue pour essayer de faire un mix. Là. Bien, il faut qu'elle mette du beurre de cacao
ou qu'à mettre de l'huile de coco. OK? Et là, plus qu'on met de l'huile de coco dedans, ou de l'huile, je ne sais plus quelle huile, là, une qui ne donne pas de goût. Pardon? Ben, avec de l'huile, ça va figer quand même. Parce que c'est. Non, il y a des huiles, en tout cas. Il va me revenir. En fait, on travaille davantage pour ça. Donc, le chocolat au lait, qu'est-ce qu'on a de plus innovant à l'intérieur de ça présentement? C'est que là, on avait les. Là, je reviens à mes Belges puis mes Français. Qu'est-ce qu'on est arrivé? C'est que quand on a fusionné les deux compagnies, on s'est rendu compte que les Belges, durant l'étape de fabrication du chocolat, lorsqu'ils mettent le sucre, faisaient pratiquement brûler le sucre et ça donnait une espèce de caramel. Et c'est ça qui faisait en sorte que les gens arrivaient, mangeaient du chocolat belge puis disaient « il est donc bien bon ». Il était caramélisé, c'est-à-dire qu'on le faisait pratiquement brûler. Donc là, aujourd'hui, les Belges sont rendus fusionnés avec les Français. Donc les deux se sont copiés. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un chocolat belge et un chocolat français? C'est que maintenant, ils ont quasiment les mêmes procédés de fabrication. Par contre, les Français, présentement, on retrouve un chocolat au lait, j'en ai pas apporté parce que j'avais plus de place dans mon auto, mais on a un chocolat au lait à 41 % de cacao. Et ça, c'est assez rare. Donc, tu manges un chocolat au lait avec un pourcentage de cacao hyper élevé qui est hyper intéressant. Qu'est-ce qui fait que les Suisses ont un si bon chocolat au lait suisse? C'est à cause des vaches. Les vaches de la Suisse produisent pratiquement de la crème et on met 2 fois du lait dans les ingrédients des chocolats au lait suisse. Et quand tu manges un chocolat au lait suisse, c'est gras, c'est onctueux. Le monde au Québec, qui ne disent pas Quand on est rendu dans la confiserie, là, moi, je me dis, j'ai un métier, là, des fois, moi, j'étais à la grosse pelle dans le sucre, là, puis je me dis, j'ai un métier de confiseur, Nancy. Arrête de te sentir coupable. Mange plus de la roquette puis de la salade à la fin de la journée, mais ça, tu ne peux pas te priver de ça. Le sucre, il y en a... Ça paraît pas. Non, ça paraît pas, mais en tout cas, ça paraît des fois. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chocolats au lait, on a augmenté l'apport en cacao et ça nous fait des chocolats qui sont beaucoup moins sucrés. Là, on est rendu à la deuxième dégustation. Je vous fais manger un chocolat au lait belge. Le désavantage des Belges versus les Français, c'est que les Français vont donner des appellations. C'est-à-dire, comme les Français vont dire Okoa, Tanzanie. On sait de quel pays. Quand que je commande le chocolat au lait belge, je vais commander 823. Je vais commander du blé de la W2. Le chocolat noir, je vais parler de la 811. C'est comme si je commandais de l'huile au téléphone. OK? Donc, le côté charmant des Belges fait en sorte que c'est peut-être là qu'on trouve un peu plus difficile à travailler avec les chocolats belges. Qu'est-ce qui fait que le chocolat belge, là, il y en a qui vont goûter, ils vont dire « Ah, le chocolat belge, il est bon. » Mais quand vous avez des clients qui arrivent dans votre chocolaterie, vous dites « Je veux que du chocolat belge », ils ne verront pas la différence entre un chocolat belge et un chocolat français. Il faut que tu en manges énormément. Il faut que tu saches vraiment qu'est-ce que tu as de besoin dans ton chocolat. Fait que la réputation des Belges se sont faites vraiment à cause de la caramélisation, puis que c'était la publicité, comme on dit, des chocolats, des souliers en cuir italien, mais tu sais, les souliers c'est en cuir, là, souvent, là, puis tu vas les retrouver, puis ça va faire le... Tu sais, fait que c'est un peu le mythe au niveau des Belges chocolat au lait. Mais maintenant, le chocolat au lait belge, il n'y a plus la réputation comme si je vous parlerais d'un chocolat au lait suisse. OK? Donc, les chocolats au lait, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? C'est les poudres de lait. Par contre, il y a des chocolats au lait de type américain et des chocolats au lait de type belge. Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on a commencé à fabriquer le chocolat au lait aux États-Unis et on les a terminés on les a commencés, pardon, j'inverse. On a commencé le chocolat, la fabrication en Belgique et on les a terminés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis de la poudre de lait des États-Unis, on a mis du sucre des États-Unis et on n'a pas fait du chocolat au lait belge 100% belge. Fait que souvent, dans des chocolateries, vous allez dire « Oui, mais pourtant, elle, il était bon, son chocolat belge, puis l'autre qui est moins bon. » Bien, ça se peut que dans un endroit, que vous ayez acheté du chocolat au lait belge de type américain et un autre endroit, des chocolats au belge de type
belge, 100% belge. OK? Donc, il faut faire très, très attention. Dans les catégories de chocolat, il y a des Italiens aussi. Il y a une marque qui s'appelle des Amadei ou Domori, qui sont des excellents chocolats italiens. Vous allez dire, mais pourquoi, Nancy, on n'en a pas au Québec? Nous, on dépend des importateurs. Fait que nous autres, si notre fournisseur n'a pas rentré la ligne de chocolat, par exemple, au caramel ou des chocolats blonds ou des choses comme ça, bien, ça fait en sorte que nous autres, on ne peut pas vous l'offrir. C'est comme dans le vin, on a un monopole qui fait en sorte que les gens, des compagnies, eux autres, ils ont des produits à nous offrir, puis qu'on peut vous le servir ou on ne peut ne pas vous le servir. Ça marche? Donc, là, on a fait sécher les fèves de cacao, on les a torréfiées et il y a des endroits qui pleut davantage. Donc, on a des types de fèves de cacao qui viennent d'Asie, qui sont soit florales, soit il y a plus de goût de citron, des choses comme ça. Donc, souvent, à des endroits où il pleut beaucoup, on ne peut pas les faire sécher à notre guise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des feux de bois en dessous et on va faire la fermentation ou on va faire, premièrement, le séchage. Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'en les faisant sécher avec une fumée en dessous, on obtient un goût fumé de la fève de cacao. Et c'est ça qui fait en sorte que maintenant, on peut avoir des chocolats un peu type fumé. Et le chocolat noir, bien, lui, il va jouer son rôle souvent, soit qu'il va être dans la palette florale, ou soit qu'il va... Le chocolat aussi, on a un chocolat, nous, qu'on utilise à la chocolaterie, qui s'appelle, il vient de Sao Tomé, et c'est un chocolat qui est type anis en bouche. On a des chocolats également qui ont été plantés sur des anciennes plantations de bananes, et la plantation de bananes donne le goût au chocolat, et ça fait des arômes de banane. C'est pas quelque chose qui est... Tu sais, si je vous le dis, vous allez vous en rendre compte. On avait un chocolat qui venait de Cuba avant, qui goûtait l'huile d'olive, c'était extraordinaire. Et souvent, le chocolat, c'est la même chose que dans le vin. Il y a soit des fonds de cave au niveau de l'odeur, du goût, des choses comme ça. La fermentation joue un très, très grand rôle. Si la fermentation est mal faite, elle est réduite en temps, vous allez avoir des goûts de chocolat qui vont être vraiment très ordinaires. Mais qu'est-ce qu'un bon chocolat puis un moins bon chocolat? Un moins bon chocolat, comme je dis à des élèves, un chocolat cheap, c'est un chocolat qui a de l'huile végétale à l'intérieur. Donc, le chocolat, les ingrédients, il y a quoi? Pâte de cacao, beurre, sucre, poudre de lait pour le chocolat au lait, poudre de lait pour le chocolat blanc, puis de la lécithine. Aussitôt qu'on rajoute un chocolat avec de l'huile végétale, on obtient un chocolat cheap. Mais, par contre, vous allez dire, Nancy, je suis allée à ta boutique, j'ai acheté une tablette de chocolat 70% cacao, j'ai payé 6,50, 7,50. Je vais chez Jean Coutu, j'en paye une 2,99. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que vous dites deux choses. Nancy Sanson, elle a une grosse maison, il faut qu'elle la paye. Elle veut changer de véhicule, puis elle fait bien de l'argent. Ou vous dites, Jean Coutu, il nous vend, c'est quoi qu'il nous vend? Souvent, ils ont le droit d'avoir l'appellation 70% cacao ou 85% cacao lorsqu'ils rajoutent de la poudre de cacao. Donc, j'ai le droit à l'appellation chocolat quand même parce que j'ai renforcé avec la poudre de cacao. Donc, la poudre de cacao, elle sort où? Elle sort de ma fameuse fabrication. Donc, j'ai pris ma pâte, j'ai retiré mon beurre. J'obtiens quoi ici? Un espèce de gros tourteau. Ce tourteau-là, si je le pulvérise, je le mets en poudre, j'obtiens de la poudre de cacao. Et là, qu'est-ce qui se produit? Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu passer à l'émission L'Épicier, mais j'ai expliqué à Joanne Despins l'histoire de la poudre de cacao. Il y a de la poudre de cacao fry que vous achetez. Bon, ça fait 20 ans, madame a fait le gâteau de sa mère. Elle l'aime. Elle dit, Nancy, moi, je vais commencer à prendre. Ricardo, lui, il a dit, prenez du bon cacao. Ricardo, je l'aime, mais des fois, je l'aime moins. OK? Surtout quand il décide à Pâques de faire des copeaux de chocolat sur un coco ou un gâteau, là. Moi, j'ai toutes les madames de Trois-Rivières qui veulent faire le gâteau de Ricardo, qui peignent les économes puis qui pensent qu'ils vont faire des copeaux avec ça. Mais ils ne font pas les copeaux. Et ils viennent me voir pour que je puisse faire les copeaux sur le granit. Donc, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? C'est que ce produit-là, qui est devenu un tourteau, on va le mettre en poudre. Plus que je le presse à l'usine, moins
plus je le presse, plus qu'il y a de jus, plus que le jus sort, c'est le beurre de cacao. Plus j'ai un cacao brut, on dit un cacao extra amer. Moins je le presse, moins qu'il est amer, donc plus de gras. Donc, madame a fait un gâteau au chocolat, a fait toujours le même gâteau avec le cacao fry. Elle dit, moi, je vais reprendre le cacao à Nancy. Qu'est-ce qui va se passer? Son gâteau risque d'être plus sec un peu parce qu'il y a moins de gras. C'est pas le même type de cacao. Donc, moi, si vous avez à changer de type de cacao pour faire votre gâteau, je vous dirais de réduire un petit peu la quantité, de 10-15 pour commencer. Exemple, vous avez un quart de tasse, bien, j'en mettrai un petit peu moins parce que vous allez avoir la coloration assurée, le gâteau, mais il faut prendre du chocolat qui va être de type plein arôme et non de l'extra brut. L'extra brut, il va avoir moins de gras, moins de beurre de cacao à l'intérieur. Ça marche? Vous êtes bon, là. Là, vous commencez à être bon. Fait que vu que vous commencez à être bon, on fait une troisième dégustation. Donc, le chocolat que j'utilise dans mes machines, c'est un chocolat que je mélange. Moi, je fais un propre mélange. Il y a un petit bouquin que vous pouvez utiliser pour aller voyager à Paris. Vous dites « Les petites chocolateries à visiter ». Puis là, quand on lit à l'intérieur de ça, on dit « Top secret » pour le chocolat de couverture ou top, je ne sais pas trop quoi. Mais souvent, il y en a qui vont vous dire quel type de chocolat. Et souvent, on peut mélanger deux chocolats. Moi, je mélange de la Sao Tomé et je mélange à l'intérieur de ça de la Guayaquil. Donc, je mélange un chocolat à 64 de cacao et je mélange également un 72 Donc, ça donne à peu près un 68. Un 68, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Je vous donne un 68 parce que c'est mon propre mélange. Fait que vous arrivez chez nous, vous dites, votre chocolat, il est différent des autres. Oui, parce que je fais mon propre mélange. Je pourrais très bien faire mon propre mélange en chocolat au lait aussi. Mélanger un belge puis mélanger un français ensemble. Moi, j'aime bien faire des mélanges dans ma propre machine à moi. C'est pas toujours pesé au poil, mais le soir, je remplis, mettons, 3/4 de ma machine de Guayaquil, puis après, je rajoute un sac de Sao Tomé. Et moi, je trouve que ça donne un équilibre dans mon goût à moi. C'est comme si je prenais 2 bouteilles de vin, puis j'ai mélangé. OK? Mais je fais mon propre équilibre à moi. Donc là, vous allez manger un chocolat noir à 64 de cacao, qui est additionné d'un 72, donc on parle de 68 Manon, pas le super. J'en prends un. OK? De l'énergie. On a un banquet à le faire. Il y a du vin à 11 heures. D'après moi, on risque d'avoir le fun. Bon, fait que qu'est-ce qui est important, c'est de le sentir, de regarder le cassant, le craquant sous la dent et voir qu'est-ce qu'on dit, la rétraction dans un moule. Nous autres, c'est ça qu'on veut voir, si le chocolat se rétracte. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On le fait casser, puis on le laisse fondre. Là, on commence à être... souvent, je dis à mes élèves, on commence à rentrer sur la patinoire, puis on commence à être dans la ligne nationale. Lui, il est bon, là. Hein? Dis pas que les autres, t'as pas bon. Non, mais il est très bon. Bien, ceux en arrière, attendez, ça s'en vient. OK. Hey, on a commencé, regardez, il y avait du monde de même. Là, il y a du monde de même. Tout à l'heure, on m'a lancé à la cabotte. Dans les chocolats, on va parler de variétés de chocolat, puis on va savoir pourquoi le chocolat est blanchi. Donc, là, dans les variétés, quand vous vous promenez dans une chocolaterie, il y a des chocolats de type moulé. OK? Les chocolats moulés, c'est dans des moules. Fait que là, vous allez arriver chez moi, vous allez dire, ah, Nancy, tu as un cœur, ou tu as un rond, ou tu as une feuille d'érable. Ça, c'est le choix du chocolatier. C'est moi qui ai décidé ce type de moule-là. Il y a de la couleur, pas de couleur, c'est la technique, c'est la façon qu'on travaille. Au Québec, tout le monde utilise les mêmes sortes de couvertures de chocolat. Quand on dit chocolat de couverture, c'est un chocolat qui a un minimum de cacao. Dans des livres de recettes français, vous allez trouver des chocolats qui vont être marqués chocolat type ménage. C'est quoi du type de ménage? C'est pas du chocolat qui fait le ménage à votre place. C'est du chocolat de ménagère qu'ils l'appellent. C'est les blocs français à 50 de cacao. Donc, c'est un chocolat qui n'est pas fait pour faire des moulages comme moi, que je fais. C'est des chocolats pour faire de la ganache. OK? La ganache, c'est quoi? C'est de la crème et du chocolat.
La ganache, d'où vient le mot ganache? Si quelqu'un vous traite de ganache, ce n'est pas nécessairement un compliment. C'est un jeune apprenti qui avait échappé de la crème dans du chocolat puis qui avait fait épaissir le chocolat, qui ne doit pas être fait. Et ça, on l'a traité de ganache. Fait que c'est pas un compliment. Donc, le chocolat, on a des chocolats de formes diverses. Et en Belgique, on va faire des chocolats de 20 grammes. Au Québec, au Québec, non, j'efface. À Paris, en Europe, souvent, on va faire des chocolats de 10 grammes. Les Belges vont faire du 20 grammes. L'impact que ça fait, c'est si mademoiselle vient acheter pour 10 de chocolat chez nous, probablement, elle va avoir 9 chocolats pour 10 grammes. OK? Si vous allez en Belgique, puis vous achetez pour 10 de chocolat, si c'est du 20 grammes, vous allez en avoir 5. Donc ça a un impact au niveau de la façon qu'on travaille. Il y a des chocolats moulés. Il y a des chocolats boulés, des boules, des truffes en boules. Vous avez des chocolats également de type qu'on dit enrobés, c'est-à-dire des petits carrés qu'on va passer dans la machine. Cette machine-là, soit qu'on le fasse à la main, à la fourchette, OK? Qui, à mon avis, on ne fait plus ça parce qu'on n'a pas le temps, si on veut être productif, ou soit qu'on le passe dans la machine. La machine que j'ai présentement, elle fait la même job comme un lave-auto. Tu mets tes petits carrés de chocolat, il y a un rideau de chocolat qui arrive dessus, il y a une soufflerie pour enlever les excédents, elle va sauter un peu sur un tapis vibrant et va sortir pour réfrigérer ou pour être récupérée pour mettre dans les boîtes. Donc, plusieurs types de chocolat. On a le boulé, comme la truffe, on a le moulé dans le moule, puis on a les chocolats de type enrobé. Par contre, tous les chocolats au Québec, toutes les chocolatiers, on va utiliser les mêmes couvertures. Couverture, ça veut dire qu'il y a un minimum de 53 à 55 de beurre de cacao. Chocolat de couverture, ça veut dire qu'on a rajouté, qu'est-ce que je vous ai expliqué tantôt, depuis tantôt je fesse là-dessus, le beurre de cacao. Rajoute du beurre de cacao. On rajoute du beurre de cacao pour avoir une limpidité, pour que ça puisse couler à la champlure, pour que moi, je puisse les mouler. Mais qu'est-ce qui fait qu'un chocolatier, c'est bon ou c'est pas bon? C'est qu'est-ce qu'on met dedans. Fait que souvent, si la ganache est mal faite, ou si le chocolat il est mal cristallisé, bien, ça ne fait pas nécessairement des bonnes ganaches. Donc, des ganaches, on peut en faire au thé, on peut en faire infusé, on peut en faire à un peu de tout. Depuis le 17 octobre, on peut les faire à tout. OK? Jean Soulard donnait ses trucs dans son livre. Je sais pas, mais en tout cas, chez nous, on ne peut pas faire ça. Ceci étant dit, il y a des infusions, des ganaches, des choses comme ça. Donc, il y en a qui vont dire, mais mon Dieu, que tes ganaches sont bonnes, pourquoi elles sont si moelleuses? Bien, c'est dans la façon qu'on travaille. Nous autres, on travaille un chocolat à la camerise, on en fait à la banane, on en fait à curry de coco, on en fait au thé Earl Grey, on fait une praline à l'ancienne aussi. Et il y a diverses conservations des chocolats. Donc, la conservation des chocolats, des bons chocolats fins, c'est 3 semaines à 5 semaines. Des chocolats fins, on ne met pas ça en dessous du sapin de Noël, à attendre jusqu'au 24, dire hey, j'ai hâte qu'elle les rouvre. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est comme si tu avais mis des fromages en dessous du sapin de Noël. Je dis yes, ils vont moisir dans une couple de jours ou dans une couple de semaines. Pourquoi qu'ils vont moisir? Ils sont faits avec de la crème qu'on a dit tantôt. On met du beurre, des fois on met de l'alcool, puis des fois pas d'alcool, puis des fois des purées de fruits. Fait que si vous voulez intoxiquer quelqu'un, allez-y, mettez-les dans le bas de laine de Noël et vous allez être heureux et vivant, peut-être jusqu'au jour de l'an. OK? Donc, la conservation des chocolats, lorsque je vous donne une boîte de chocolat fin, on les met au frigo, conservation 3 semaines. Si vous voulez, vous les mangez tempérés 20 minutes avant, comme un fromage. Et ensuite, vous les remettez au frigo. Là, je vous explique les chocolats avec de la garniture. Là, on s'en va dans les moulages. OK? Là, on parle d'un chocolat moulé en lapin, en canard, en écureuil ou n'importe. Ceux-là, on les conserve 6 mois à 1 an à l'extérieur du frigo, dans le garde-manger, dans un endroit qu'on n'aura pas une température plus de 20 degrés. Donc, ça, c'est important. La tablette de chocolat, on n'a pas besoin de la mettre. Pourquoi que le chocolat blanchit? Ça, c'est ma job. Ma job, c'est de cristalliser le chocolat. Je vous explique. Le beurre de cacao
étant donné que le chocolat est pur, on parle toujours d'un chocolat pur, le chocolat, il y a 6 cristaux à l'intérieur. OK? On dit le chocolat est polymorphe. Polymorphe, c'est 6 températures différentes. Toutes ces températures-là ne sont pas bonnes, mais je dois les mettre toutes ensemble pour arriver à un seul but, que le chocolat soit brillant, cassant sous la dent et qui se rétracte du moule, c'est-à-dire qu'il se décolle. Parce qu'il y a des journées, il faudrait que je vende le moule au client parce que le chocolat, il ne se décolle pas. OK? La job du chocolatier, c'est de cristalliser. Donc, ma job le matin, c'est de chauffer le chocolat à 45, pas plus de 45 au bain-marie. OK? Le redescendre entre 26 et 27 degrés et le remonter à 32 pour le noir, 30 pour le lait et 28 pour le blanc. Si je dépasse d'1 degré ou 2 degrés les cristaux, mon chocolat va blanchir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le chocolat, le beurre de cacao étant plus léger que la pâte cale et le beurre cacao flottent à la surface. Qu'est-ce qui se produit? On dit que le chocolat blanchit. Le chocolat blanchi, est-ce qu'il est encore bon? Oui, il est simplement déstabilisé dans les cristaux. L'exemple que je vous donne, que j'enlève complètement du contexte de chocolatier, je demande un verre d'eau à madame. Je dis, madame, donnez-moi un verre d'eau chaud. Elle me donne un verre d'eau. Oh, j'ai dit, madame, il est trop chaud. Je rajoute des glaçons. OK? Je commence à faire refroidir. Je dis, ah, il est un petit peu trop froid. Et là, je vais lui demander encore de l'eau pour le tempérer, c'est-à-dire que je vais ramener la bonne température. Souvent, je donne l'exemple à mes élèves, je dis, on est 3 filles qui vivent en appartement. Il y en a une, elle est toujours gelée. On chauffe l'appartement à 45. L'autre, elle dit, il fait trop chaud, on redescend entre 26 et 27 degrés. Puis l'autre, c'est la plus fine. C'est elle la plus fine, parce qu'elle s'appelle Nancy Sanson. Elle dit, on peut-tu se tempérer? On se met à 32 pour le noir, 30 pour le lait, puis 28 pour le blanc. Fait que le chocolat, est-ce qu'on le conserve au frigo? Oui, quand j'ai des ganaches, mais pas dans un frigo avec l'humidité. Dans un monde idéal, il faudrait mettre les chocolats dans un Tupperware avec plein de beaux saran wrap dessus. Est-ce que les chocolats se congèlent? Je vous l'explique tout de suite après cette question. Oui, Charles. Est-ce que la ganache, c'est la même chose que la gouache? De la gouache? Non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une excellente question. Parce que ma vie a commencé dans la gouache manuellement. OK? Donc, le chocolat, tous les chocolats que vous mangez dans le monde entier sont tous passés en surgélation ou en congélation. Est-ce que c'est néfaste? Non, ça va stabiliser les bactéries. C'est beaucoup mieux. Donc, moi, quand je vais faire des stages chez Patrick Roger, aussitôt que les chocolats sortent de la machine, on avait fait, la dernière fois, on avait fait 1,5 tonne de truffes. Écoutez, c'est pas en une journée à Paris, tu fais 1,5 tonne de truffes. On avait fait 1,5 tonne de truffes. On s'en va en surgélation, on congèle sous vide. C'est dans la façon qu'ils vont dégeler les chocolats pour ne pas abîmer puis de ne pas tuer l'humidité sur le chocolat qui est important. Donc, si vous avez des chocolats à acheter, on va vous conseiller de les consommer dans des délais de 3 semaines. Si vous ne pouvez pas les consommer tout de suite, je vous conseille grandement de les mettre en congélation, ne serait-ce que pour protéger votre santé au niveau des bactéries ou qui arrive de quoi. Parce que, je vous le rappelle, les chocolats, quand vous achetez ça dans un comptoir réfrigéré, doivent être réfrigérés. Si vous achetez des chocolats qui sont dans un magasin de grande surface, il y a de la graisse de panne de coco dedans, on met des huiles essentielles, on rajoute du chocolat, on ne parle pas du tout de la même affaire. On parle des industriels. Et vous savez pourquoi que le chocolat blanchi? C'est juste une déstabilisation du gras à la surface du chocolat, tout simplement. Ça marche? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que tu peux manger le beurre de cacao? On peut se faire du rouge à lèvres avec. On peut en mettre dans le bain, mais pas... c'est rare que les gens... J'ai de mes élèves qui avaient déjà beurré une toast avec ça. J'ai dit, je pense que c'est pas la bonne chose. Donc là, j'ai le goût de vous parler... moi, j'ai-tu encore du temps? Oui? OK. Moi, j'ai le goût de vous parler. Là, j'ai pas eu le temps de tout vous emmener parce que je vous le dis, j'ai fait un défi. J'aurais dû me louer un camion. Puis finalement, je dis non, tout rentre. J'ai fait un beau défi. Fait que j'ai pas pu tout rentrer. Je vous ai apporté un chocolat Ocoa qui s'appelle un Q Fermentation. C'est des chocolats que,
comme je vous expliquais tantôt, les gens ont davantage à cultiver le caoutchouc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils disent c'est plus payant. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnies de chocolat? Ils ont mis des agronomes, des gens très instruits au niveau de la fève de cacao. Ils sont allés voir les fèves de cacao pour voir qu'est-ce qui se passait dans le processus. Et on s'est rendu compte, qu'est-ce qui se passait, c'est que les gens qui étaient à ces plantations ne savaient pas nécessairement faire des bonnes fermentations. Comment qu'on peut dire ça? Attendez, je cherche le mot. Des fermentations où que j'étais pour récolter le maximum de mes fèves. Donc, optimal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a rajouté comme le pain, un levain mère à l'intérieur. Fait qu'on a sorti une ligne dans Cacao Barry, Ocoa, Alunga, Inaya, qui est des Q fermentation. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'on obtenait une fève de cacao qui était beaucoup plus belle, beaucoup plus enrobée, beaucoup plus rouge. Et on fait maintenant un chocolat avec ceux-là. Ils ont des goûts vraiment persistant en bouche. Ici, j'ai un chocolat d'origine. D'origine, c'est que je sais exactement l'endroit où il a été cultivé. Lui, il arrive de la Tanzanie. En plus, sur ces sacs-là, l'avantage, c'est que vous avez les courbes de fermentation, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez les valeurs nutritives. Donc, ceux-là, quand vous les achetez, ça va vous durer jusqu'à 1 an, ces produits-là. On peut en faire des ganaches, on peut en faire des chocolats chauds, on peut en mettre coupés en chip-it pour faire des chip-it dans vos biscuits. Et vous avez en dessous la date de péremption de ces produits-là. Celui-là, il est beaucoup plus dispendieux parce qu'on sait exactement l'origine de l'endroit. Et vous avez des chocolats aussi un peu style d'appellation contrôlée. C'est qu'on sait si c'est la fève, le Criollo, le Forastero ou le Trinatorio qui est à l'intérieur. OK? Les chocolats que vous avez mangés, comme la Guayaquil, c'est un cacao d'assemblage. C'est des fèves de cacao, ça va toujours goûter pareil à chaque année. Tanzanie, pas certain qu'il goûte tout le temps pareil. Chocolat du Mexique, il goûte un fond de banane. Il est intéressant à goûter. Et vous avez celui que je vous réserve à la fin, mon fameux chocolat fumé, qui lui vient du Brésil. J'espère, la dernière fois, les gens trouvaient qu'il ne goûtait pas, mais laissez-les bien fondre dans votre bouche, puis vous allez sentir la fumée parce qu'on a mis un feu en dessous pour la fumer, pour fumer la fève de cacao. Et ça va vous donner, et comme je vous disais, avec un scotch, c'est quelque chose qui est intéressant. Là, vous allez dire, oui, mais Nancy, moi, si j'aime ça, où je peux m'en procurer? Il n'y a pas beaucoup de places qui en ont. Il faut savoir vraiment qu'il existe, puis qui est au Québec, ce produit-là. Des fois, on est en rupture de stock, des fois, on n'est pas en rupture de stock, ces choses-là. Chez vous, vous en vendez? Ceux-là, il faut le demander. Il faut le demander, on le lance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous faire quand même goûter à Ocoa. Puis, vu que vous êtes un beau groupe, je vais vous faire tirer ce sac-là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais le lancer dans la salle. Il n'y a pas de numéro. Mais je fais toujours tirer un prix. Ça s'achète où, ces paquets-là? Ces paquets-là, vous les retrouvez dans des épiceries fines ou même chez IGA, vous avez la ligne Ocoa, Alunga puis Inaya. Chez IGA, ils les ont, ceux-là. Moi, je vous dirais que, pas que je veux... Ceux-là sont beaucoup plus dispendieux, mais ceux-là, pour cuisiner, c'est extraordinaire. Ça fait une méchante belle job pour manger du vrai bon chocolat. Oui. Il y en a 3 sortes. On les utilise pour différentes raisons. Alunga, c'est en lait. Ocoa, c'est 70. Puis Inaya, je pense que c'est un 68, si je ne me trompe pas. C'est juste une question de goût, tout simplement. Et si la Tanzanie, quand vous regardez les sacs, vous avez la poire dessus. Donc, on sait que c'est un arôme de fruits. Vous allez voir, il y en a d'autres, le Saint-Domingue, ça a un goût davantage floral, c'est-à-dire que souvent, ça va être la fleur, ça va être souvent pas la violette, mais moi, je ne les sens pas nécessairement tout le temps. Il y a certaines variétés. Il faut les laisser vraiment fondre. Mais comme je vous disais, si vous buvez un verre d'eau glacée avec, vous filmez votre palais. Il faut filtrer un petit peu avec un peu de... un morceau de pain, des fois, ça peut vous donner un bon coup de main pour goûter. Il faut en manger plusieurs. Là, c'est le fun parce que vous prenez le temps d'en déguster plusieurs et on peut faire le lien. Si j'avais emmené plusieurs chocolats au lait, vous auriez vu vraiment la différence. Il faut en manger plusieurs. Une chose aussi, ce ne sera pas long maintenant, une chose qui est bien importante, quand on commence à mélanger de la crème avec le chocolat,
Moi, souvent, il y a des chefs cuisiniers qui me disent « Ah, mais moi, je travaille qu'avec ce type de marque de chocolat-là, qui coûte au cost 37 le kilo. » Je me dis, ça vaut pas la peine. Un coup que tu as mélangé de la crème, là, avant de retrouver les arômes, c'est peut-être mieux de travailler avec un cost plus bas dans ton chocolat que de travailler avec de quoi de trop dispendieux, puis de vendre aux clients 15 le dessert ou 12 puis que finalement, tu as juste vendu de la crème puis du chocolat. Moi, j'étais un peu... J'ai un gros bémol sur souvent les pâtisseries qu'on nous vend 15 12 dans les restaurants. Oui, madame. Ma question est concernant la production, le producteur en Tanzanie. C'est un groupe de producteurs ou c'est une industrie, la provenance de ton chocolat? Souvent, non, c'est un groupe Tanzanie, mais vous avez le nom. J'ai des chocolats à chocolaterie que j'ai les noms des planteurs. Esmeralda, on a le nom du planteur sur le sac. Mais souvent, c'est des groupes. Il y a une sensibilité pour le chocolat équitable ou non? Chocolat équitable, je vous dirais que lui, je pense, c'est que les compagnies ne peuvent pas certifier qu'il est équitable parce que ça coûte très cher. Lui, il est équitable, mais on n'a pas le saut d'équitable. Oui, Charles. Au GA, il y a des tablettes de chocolat. Mais quand tu disais que le chocolat doit être réfrigéré, Oui. ici, c'est la température pièce. Est-ce qu'il y a une différence? Bien, ceux-là, ils peuvent être température pièce, mais quand on parle de petits bouchées, ça doit être réfrigéré. OK? On va passer au cas avec une petite cuillère. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. OK? Puis après, je vous passe le dernier, le fumé, qui est le chocolat du Brésil. Puis là, après, j'ai une période de questions. Ne vous fiez pas à l'aspect. Lorsqu'on reçoit les pastilles, souvent, ils sont blanchis. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se frottent dans le sac. C'est normal. Mais si vous prenez juste le réchauffer, vous allez voir, votre pistole va revenir au niveau de la coloration. OK? Il faut tout le temps penser que le chocolat blanchit à cause d'une transformation de température, ces choses-là. Les chocolats, lorsqu'on les travaille, nous autres, on s'assure... C'est sûr que l'été, c'est pas quelque chose qui fait en sorte qu'on travaille beaucoup le chocolat, parce qu'on doit avoir une humidité à 55 d'hygrométrie. Donc, pour nous autres, c'est beaucoup plus difficile. L'humidité jette. Le métier de chocolatier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est souvent, on va le relier à un métier de glace. Donc, les glaces, c'est tout un autre monde. Comme vous avez un beau boulanger ici, qui a un métier. Un boulanger, c'est la chaleur, c'est la fermentation, c'est les levains, c'est les pouliches, c'est tout ça. Tandis que le glacier, lui, c'est une question de taux de sucre dans les glaces. Donc, l'été, nous, on va travailler davantage les glaces. Là, présentement, pour Noël, on est très fiers. On va faire des glaces pour Noël. Mais au lieu de faire une bûche de Noël, parce que moi, je ne veux pas cuire de gâteau, on va faire un sapin avec de la crème glacée au sapin baumier, qui est un cueilleur de mon village, par hasard, qui cueille des pousses de sapin baumier. On va faire une crème glacée infusée au sapin baumier, puis on va mettre ça dans un sapin de Noël en chocolat. Donc, on va vendre ces genres de bûches de Noël-là. Donc, ça va être très, très bon, très, très beau. Original. Puis, original. Et pour la fête des pères, on a fait une coquille de chocolat, on a fait des truffes au whisky. Donc, on a fait une crème glacée au whisky, puis on a roulé les truffes dans le cacao. Donc, c'est toujours bon et beau. Moi, pour la période de la Saint-Valentin, je ne sais pas s'il y en a qui m'avaient vu, mais j'avais fait la fameuse campagne de Saint en chocolat qui m'a valu être vue partout dans la province de Québec. Je ne pensais pas de passer partout comme ça. On donnait 2 $ par sein vendu pour le cancer du sein et j'en ai vendu pour la première année 600, la deuxième année 1000. Et l'année passée, bien là, je n'ai pas changé parce que j'ai fait faire le moule sur mesure. Et là, je vous raconte une dernière histoire pour terminer. Mon nom, moi, c'est Samson. Et puis, après Pâques, il y a une dame qui est rentrée dans la bâtisse. La maison date de 1920. C'est une ancienne banque. Il y a eu un chiro. Il y a eu un acupuncteur qui s'est fait arrêter. Il y a eu une coiffeuse. Et il y a eu, moi, la chocolaterie. La dame, 83 ans, rentre dans la chocolaterie. Puis là, elle se prend la poitrine, puis elle se met à pleurer, puis elle me dit, c'est mon ancienne maison. Elle est avec sa fille qui arrive d'Atlanta, qui l'a sortie pour... puis elle dit, c'est notre maison. Puis là,
Puis là, la madame de 83 ans, elle réalise pas. Elle dit, c'est-tu à vous? J'ai dit oui. Elle dit, restez-vous en haut? J'ai dit oui. Elle dit, je vais aller visiter en haut. Hey, là, tout de suite, là. Mon ménage T'sais, est pas fait. Exactement! J'ai dit, mon ménage n'est pas fait. Et là, j'ai dit, non, 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 il n'y a personne qui visite. C'est vrai, tu sais, jamais je laisse des tas de linge, mais j'avais laissé des tas de linge. En tout cas, bref. Fait que là, je capotais. Et là, j'ai dit, écoutez, on va s'asseoir, là, on va prendre un petit café. Fait que là, je sers un café. Et là, elle me dit, donnez-moi votre carte d'affaires. Fait que je lui donne ma carte d'affaires. Et moi, ma carte d'affaires, c'est un chat. Parce que j'aime les chats. Et moi, les graphistes, quand ils m'ont vu, ils ont dit, tu ressembles à ça. Fait que, mais moi, je n'étais pas très d'accord. Je trouvais que ça ressemblait plus d'autres choses, mais en tout cas. Fait que, finalement, ils font le logo. J'endosse le logo, tout ça. La marque de commerce, c'est Samson, avec un chat. Et la dame regarde ma carte d'affaires, puis elle me dit, Nancy, moi, j'avais un chat, puis il s'appelait Samson. OK? Ça reste là. Là, les deux jambes ont commencé à me trembler. Là, j'ai dit, c'est quelle sorte de chat vous aviez, vous, madame? Elle me dit, un siamois. J'ai un siamois. Et là, la dame, elle m'explique que le chat Samson a vécu en telle année dans la maison, qui se promenait parmi les patients du Kéro. Et là, présentement, on est en train de faire le moule du chat Samson, qui a vécu là pendant des années. Et elle me dit, Nancy, tu étais due pour être dans cette maison-là, que j'en reviens pas. J'ai eu un chat, un siamois, un siamois, il s'appelle Samson, puis j'étais prédestinée à être probablement dans cette maison. Fait que c'était ça mon histoire de ma dernière fois.